Donc bonjour à tous pour ce webinaire sur la volatilité. Cette première partie, on va parler définition et généralité. Alors, dans la série des normalement 4 webinaires qui vont constituer ce thème de la volatilité, on va la décortiquer et on va essayer de s'en servir pour notre trading. L'objectif, c'est d'augmenter son savoir, mais c'est quand même dans la finalité d'utiliser la volatilité dans notre trading. Alors, on va essayer de comprendre la construction, ensuite comment elle se représente, et puis bon ben les avantages, les pièges quant à son utilisation. Alors, on va définir quelques termes. Alors, la définition des termes, on va la prendre de façon encyclopédique, et puis après, on va la prendre du façon de l'homme de terrain. Il y a des petites variations quand même. Alors, la volatilité, si on prend le dictionnaire ou en général, c'est la mesure de la capacité d'une substance à se vaporiser. Donc, en finance, c'est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Donc, si on prend la première phrase, la mesure de la capacité d'une substance à se vaporiser. Vous voyez la petite signification vaporiser. C'est-à-dire qu'on avait un liquide, il se vaporise en gaz, il devient non visible. Vous voyez comme quoi les financiers, des fois, ils ont des termes un peu imagés, mais c'est pas forcément erroné. Donc, il faut bien voir l'analogie entre disparition en gaz et haute volatilité. Donc, la perte du contrôle de la matière, on ne la voit plus la matière. Elle disparaît, elle se transforme. Et avec, quand on vous vend un produit, quand on vous dit par exemple telle ou telle action, on vous dit que c'est hautement volatile. Et avec hautement volatile, indirectement, on comprend qu'on risque de tout perdre. On risque d'avoir une forte déconvenue. Donc on espère un gros gain, mais en fait les risques sont une perte totale de son capital, voire plus si on est sur d'autres produits. Parce qu'il faut toujours penser que le stop, c'est pas du garanti. C'est jamais du garanti. On peut très bien avoir des pertes qui dépassent largement le capital. Je vous rappellerai sans cesse le cas d'école Porsche-Volkswagen. Vous faites une recherche Google, vous recherchez Porsche-Volkswagen et vous comprendrez de quoi je parle quand il s'agit de shorter des actions. Un short, c'est toujours un gain limité avec des pertes illimitées. Ce sont les gens les plus courageux du marché. Et un shorter est potentiellement un acheteur. C'est le prochain acheteur, le shorter. La vente à découvert. Donc, pour revenir à volatilité, ce terme où la matière disparaît, là, c'est le capital. On vous met déjà dans la tête ce risque de perte du capital. On a du gain, mais on a ce risque de perte. Alors, ensuite, on a la volatilité historique. On parle de volatilité historique et volatilité implicite. Donc là, volatilité historique. Alors, l'historique, c'est vraiment tout simple, ça décrit le passé. On va travailler sur des données du passé. On n'est pas dans de la prévision, on prend les données du passé, et là, il faut toujours se souvenir de ce qui a marqué quand vous achetez un produit style SICAV, les performances du passé ne sont pas une garantie pour le futur. Là, c'est pareil pour la volatilité. Le passé, c'est ce qui est passé, mais bon, il n'y a aucune garantie dans le futur. Donc, comment ça se calcule? On observe une période, on collecte toutes les variations de la période, et sur cette série de données, c'est toute cette collecte de données, ça fait une série, et sur cette série, on calcule l'écart type moyen. Voilà. Et de là, donc, on a cette fameuse volatilité historique. Alors, ensuite, on a deux choix. Soit on la garde telle qu'elle,
Hein, on s'intéresse pas en fait à d'autres données, on garde l'écart type de la série, soit on décide de l'annualiser. Alors, si on l'annualise, il y a deux façons aussi d'annualiser. Soit on va se dire, bon, bah, une année, c'est 365 jours. Soit on va être un peu plus précis et on va le faire sur le nombre de jours où la bourse est ouverte, hein, ce qui est plus rigoureux. Hein. Et grosso modo, on sera sur 250. Hein. Voilà. Donc, la volatilité historique, c'est une collation de données que l'on va travailler au moyen d'un calcul mathématique qui s'appelle l'écart type. On ne rentrera pas dans le calcul propre de l'écart type, hein, ça vous prenez Google et vous l'avez direct. Hein. Ça ne sert pas à grand chose d'ailleurs. Hein. Voilà. Et ça vous donne votre volatilité historique. Maintenant, la volatilité implicite. Alors, il y a une phrase qui illustre bien cette volatilité implicite. C'est la mauvaise volatilité à entrer dans le mauvais modèle pour obtenir le bon prix. Voilà. Alors, je traduis. En fait, on va prendre un chiffre qui est sans doute mauvais, on va le rentrer dans un modèle mathématique qui est aussi mauvais. Je peux vous dire que depuis le temps que je travaille, j'en ai jamais vu un qui convenait complètement pour travailler la volatilité. Donc, on a des mauvaises données avec un mauvais modèle et avec ça, on est censé anticiper un bon prix. Voilà. Hein. Donc, du faux avec du faux, on doit obtenir du vrai. En français, la volatilité implicite, c'est ce qui est anticipé par les intervenants dans le futur pour la durée de vie de l'option. C'est-à-dire, on se dit pour que l'option arrive entre maintenant et le terme de l'option, quelle volatilité on peut anticiper pour qu'on arrive à atteindre l'objectif. Et de cette volatilité, on va pouvoir tirer donc un paramètre qui va déterminer, entre autres, la prime de l'option. Hein. Le prix d'une option dépend de nombreux facteurs, dont la volatilité est un facteur qui est primordial. En plus, il y a le temps, bien sûr, mais la volatilité est quelque chose qui prime. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est anticipé par un intervenant du marché, mais qui n'est pas en fait bâti sur des fondations solides et rigoureuses. C'est des sables mouvants. Hein, c'est vraiment des sables mouvants. À titre anecdotique, ceux qui calculaient des volatilités il y a quelques années sur des produits IG se trompaient notablement. Là-dessus, moi, j'ai fait pas mal d'argent sur des erreurs d'anticipation de volatilité. Hein. Voilà. Donc, il faut toujours bien comprendre que tous ces modèles mathématiques ne sont pas forcément justes dans le bon sens de juste, en fait. Hein. Pas dans le sens du prénom, mais dans la justesse de la chose. Donc, la volatilité implicite, ça vient d'un instrument coté. Hein, et c'est la phrase d'avant mis avec plus de confiture. On a différents modèles d'évaluation pour déterminer cette volatilité. Le plus connu, ça sera Black & Scholes, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Et certains traders options font eux-mêmes, créent eux-mêmes leur propre modèle. Et ensuite, donc, ils cherchent à trouver la volatilité qui convient. Hein. Mais ils se trompent la plupart du temps. Donc, la volatilité historique, pour nous, traders d'actions, on s'en sert. La volatilité implicite, ça sera pour les gens qui font de l'option. Hein. Et c'est capital pour les gens qui font de l'option. Nous, on s'en sert. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est pas, on peut s'en passer. Un trader sur option ne peut pas s'en passer. Alors, maintenant, de ces définitions, nous, on va trouver les nôtres.
Hein. Donc, il y a plusieurs, on peut en mettre plusieurs, vous allez voir. Donc, la volatilité sur un marché, c'est tout simplement l'addition du bruit du marché avec les décisions des intervenants, des acheteurs et des vendeurs. Un marché où il n'y a personne, eh ben, de temps en temps, en fait, les cours, la confrontation des cours va déclencher des trades, hein, entre le prix vendeur et le prix acheteur. Hein. Un marché qui bouge pas, il y a un acheteur à 100, un vendeur à 101, ben, de temps en temps, ben, il y a un vendeur qui va dire ben, finalement, moi je vends à 100, toc, ça va toucher le cours de l'acheteur à 100 et il y aura la transaction. Là, on est dans le bruit du marché. Après, le marché, il va vibrer avec la science. Il va vibrer avec le sentiment des intervenants. Ces intervenants sont acheteurs et vendeurs. Ils peuvent être les deux à la fois, hein, acheteurs et vendeurs de la même chose. Si le gars, mettons, travaille les options et les actions, il peut très bien être acheteur d'une action totale et vendeur d'une option totale. Lui, à ce moment-là, il va se mettre en delta neutre, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de tendance, il ne va pas jouer de la tendance, mais il peut éventuellement vendre de la volatilité. Hein, voilà. Donc là, après, on est sur des systèmes un peu plus complexes, mais un marché est fait de couches, de strates, de gens qui pensent différemment, avec des horizons de temps différents, avec des techniques différentes, et tout ça, ça fait un marché où il y a des confrontations entre acheteurs et vendeurs, qui peuvent être les mêmes personnes. Hein. Donc, le bruit du marché, c'est toujours réduit, hein, et après, si l'essentiel des foules et l'essentiel des capitaux fait qu'il y a une tendance qui va démarrer dans un sens ou dans un autre, eh ben ça va faire la volatilité de la journée. Hein. Ça va faire en fait le parcours qui va être pris par l'action. Donc, c'est aussi le parcours des prix dans une période donnée. Alors, le parcours des prix, c'est quoi? Ben, ça va être la différence entre le plus haut et le plus bas de la journée. Hein. Alors, si on considère qu'on est dans du daily, ça va être le plus haut et le plus bas du daily. Maintenant, si on est dans du H1, ça sera sur de l'horaire. Alors là, on a une faille dans ce mode de calcul, c'est que on ne prend pas en compte le fait que la distance peut être parcourue plusieurs fois. Hein. Donc, cette volatilité sera minimisée. Je prends pour exemple le cas d'une déclaration de Mario Draghi, ou alors la sortie du chômage aux États-Unis pour le NFP. Hein. On peut très bien avoir des variations de 200 pips sur l'euro-dollar, mais qui se font dans un sens, dans un autre, 3-4 fois au cours d'une période donnée. Et pourtant, cette volatilité ne sera pas retranscrite dans le calcul. Voilà. Donc, il faut bien prendre ça en compte. On peut très bien avoir un range et une volatilité, mettons, de 200 pips le lundi. On aura cette même distance, ce même parcours le vendredi avec un NFP. Et pourtant, la volatilité du vendredi sera 3 à 4 fois supérieure à celle du lundi. Voilà. Alors, on a le parcours des prix dans une période de temps, mais on a aussi donc, ce que je viens de vous expliquer, le parcours des prix dans un intervalle de prix donné. C'est-à-dire, si on a de l'euro-dollar entre 1,10 et 1,11, hein, eh ben, c'est ce parcours plusieurs fois qui va donner une volatilité. Contrairement à du H1, où la volatilité sera entre le plus haut et le plus bas par rapport à un temps horaire. Là, le parcours des prix dans un intervalle de prix donné, ça sera par rapport à des niveaux de prix. Hein. Deux échelons différents. Alors, vous voyez que ces petites définitions ne sont pas du tout prises en compte dans les définitions encyclopédiques. Hein. Et pourtant, c'est intéressant. Alors,
la volatilité, c'est aussi le pourcentage de chance d'atteindre tel niveau de prix dans la période considérée. Et on formule différemment, mais on obtient une phrase qui permet d'appréhender la volatilité dans un niveau différent. Hein. C'est-à-dire que par exemple, je sais que la vitesse, le déplacement de mon sous-jacent, c'est de 1 euro par heure. Le marché va fermer dans 2 heures. J'ai 4 euros à gagner pour obtenir mon objectif. Et en fait, je sais que cette action-là ne marche que 1 euro par heure. Ben, je sais que je ne vais pas y arriver. Vous voyez? Donc, en fait, par rapport à ça, on peut trader d'autres produits. Je ne suis pas favorable à ce genre de produit, mais le gars qui fait les options binaires, il doit, lui, tenir compte de ça. Il doit se faire ses propres outils. Hein. Même le gars qui traite l'option binaire, bon, c'est dans la journée, mais le gars qui traite, bien sûr, les options, les varants et tout ce genre de choses, lui, là, il sera bien outillé pour travailler ça. Mais c'est quand même intéressant pour la personne qui décide d'un objectif dans sa journée alors qu'elle n'est pas présente physiquement devant son écran. C'est pas la peine de mettre un objectif inatteignable dans sa journée si on n'est pas devant son écran alors que l'on veut être en position, mettons 100% espèce à la fin de sa journée, qu'on ne soit plus sur le marché. Hein. Il faut mettre quelque chose de cohérent avec la vitesse des marchés et la vitesse du sous-jacent que l'on travaille. Alors, la volatilité, c'est aussi la mesure du risque. Dans les premières phrases, la vaporisation du capital, eh ben, c'est la mesure du risque. Hein. On vous dit ce produit est hautement volatile, ben, on vous fait comprendre qu'il y a un risque qui est très important. Donc, ce risque va de pair avec l'opportunité de se refaire. Donc là, en fait, on met en exergue le fait que suivant l'âge dans lequel on se trouve, par exemple, soit on a 20 ans, soit donc on débute sa carrière, on a le temps de se refaire en bourse, soit on est retraité, on n'a pas de risque démesuré à prendre. Hein. Donc là, c'est la volatilité. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant que je commence le webinaire, donc nous élargirons cette chose de volatilité, ces webinaires de volatilité, avec la gestion du risque et la diversification. Hein. C'est ça qui permet de travailler encore mieux son trading. Hein. Sans oublier, bien sûr, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est le pyramidage, donc la gestion de position. Hein. C'est sur la gestion de position que réellement le trading se fait. Donc, par rapport à une remarque d'un des participants, bon moment pour prendre position. Bon, c'est important, mais c'est la cerise sur le gâteau. L'important, c'est le bon moment pour sortir de position. C'est là que l'on fait réellement la finalité du trade. Alors, quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que la volatilité augmente la partie tradable d'un mouvement. Hein. À moins d'être un trader de génie, il y a Elder qui considérait que si on avait, je ne sais plus ces chiffres, si on prenait 30% de la partie d'un mouvement, on était déjà un trader expérimenté. Bill Williams, lui, essayait de travailler sur 80%. Mais ça, c'est impossible de prendre 80% d'un mouvement. Hein. On peut le faire une fois, 2 fois, mais je pense pas qu'on réussisse à le faire toute sa vie. Hein. Donc, quand un mouvement est aidé par de la volatilité va donc augmenter le parcours de l'action, de la devise, hein, et donc va nous permettre, nous, de prendre un peu plus du mouvement. Donc, c'est intéressant de trader avec une volatilité qui est importante. Hein. S'il n'y a pas de grain à moudre, si on n'a pas beaucoup de variations,
comme on sait qu'on ne prendra pas énormément de pourcentage de cette variation, c'est pas plus intéressant que cela. Hein. Le gain va être mangé par le courtage, hein, que le courtage, que l'on gagne beaucoup ou que l'on perde beaucoup, il est le même. Hein. Et donc, si l'on gagne beaucoup et que l'on gagne pas beaucoup, il est le même aussi. Donc, autant essayer de le travailler sur le plus grand écart possible. Hein. Donc, la volatilité, comme elle augmente la partie tradable d'un mouvement, elle nous aide à générer un trading profitable. Alors, maintenant, on va préciser les définitions. Donc, si la volatilité est une mesure du risque, bon, c'est bien, mais en fait, elle ne le quantifie pas. Hein. On n'a pas de... Enfin, il y a des entreprises qui ont fait à nouveau des modèles, ce genre de choses, mais on en revient un peu aux phrases du début, du faux avec du faux. Bon, c'est censé tirer du vrai, mais moi, faux et faux, ben, ça me fait toujours du faux. Hein. Donc, on sait qu'on a du risque, mais c'est très difficile de le quantifier. Alors, pour cela, je vais me servir de quelque chose qui s'est passé dans ma vie de trader. Dans ma vie de trader, à une époque, il y a une action qui s'est écroulée qui s'appelait Crédit Foncier de France. Voilà. Il faut se souvenir que Crédit Foncier de France, c'était des actions que les notaires utilisaient pour les pupilles, pour les orphelins, pour mettre l'argent en fait de ces personnes-là en investissement, parce qu'on considérait que c'était quelque chose de, en béton. Hein. Personne n'aurait pu penser que Crédit Foncier de France, du jour au lendemain, c'était la faillite. Donc, c'est pas parce que l'action ou le sous-jacent est pas volatile qu'il ne va pas disparaître le lendemain. C'est pour ça que cette mesure du risque, c'est bien sympathique, mais moi, voilà, ça me gratte. Et quand ça me gratte, c'est jamais bon. Donc, les résultats qui sont donnés par les étoiles, je sais plus quelle boîte qui fait ça, notion de risque, tout ça. Bah, quand on intervient en bourse, hein, on sait qu'on a du risque. Même si on intervient sur de l'immobilier, on a le risque que le locataire il paye pas son loyer. Hein, le risque il est partout. Hein, quand on espère du gain, on assume un risque. Voilà. Donc, si on mesure le risque, on n'a pas de quantification. Maintenant, il faut toujours se souvenir que c'est son exposition qui va nous permettre justement de quantifier ce risque. Hein. Euh, quand on dit j'achète l'action totale, voilà. Là on n'a pas encore calculé combien on allait en acheter. Et c'est quand on calcule combien on va en acheter qu'on va en fait quantifier le risque que l'on prend. Petit aparté. Alors, la volatilité, c'est le moteur des marchés. Hein. C'est elle qui va permettre à un mouvement d'avoir de la durée, de vivre. Hein. Le mouvement, bon, on se repose un petit peu, on monte toujours, parce qu'on a la volatilité qui pousse qui pousse les cours. Hein. Mais la volatilité, c'est pas parce que la volatilité passe d'un moment de faible volatilité à forte volatilité que ça va nous donner un sens. Hein. Un petit aparté, pour ceux qui suivent Bollinger, ils ont dû voir combien de fois ils ont dû se faire prendre par les bandes de Bollinger qui donnaient un sens haussier, et puis bon, ben, il y a eu un contre, et c'est parti dans l'autre côté. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a une augmentation de volatilité avec un dépassement des bandes dans un certain côté qu'on va partir dans le même côté. Hein. Simplement, la volatilité va nous dire il va y avoir un mouvement. Voilà, ça c'est important. Ensuite, la volatilité subit des cycles. Hein. C'est tout simple. Les marchés sont le reflet des intervenants qui le composent. Hein. Et ces intervenants, ce sont des intervenants humains
Et même on peut dire que les robots, ils ont quand même quelque chose d'humain parce que c'est un humain qui les a fait au départ. Donc il a mis dans son codage, dans son système, une part de lui-même. Tant que c'est pas des robots qui font des robots qui font des robots, on aura toujours cette petite part d'humain. Et les humains, ben c'est le duo peur-cupidité qui les anime. Alors, la peur, c'est la peur de perdre ce que l'on a déjà. La cupidité, c'est avoir encore plus que ce que l'on a. Hein. C'est peur-cupidité qui domine les marchés. Hein. Et donc, cette volatilité, elle navigue avec cette peur-cupidité au travers des âges. On a des livres qui montrent, des livres du début du XXe siècle, je veux dire 1910-1913, où des traders professionnels renommés se plaignent de volatilité énorme. Voilà. Alors donc, quand on entend aujourd'hui, on est dans des volatilités qu'on n'a jamais vu tout ça, c'est complètement faux. Hein. Il y a des moments volatiles, des moments moins volatiles, c'est le propre des marchés. Hein. C'est pas que les marchés changent, c'est le propre d'un marché. Un marché change tout le temps. Un marché est en perpétuel mouvement, hein, et qui se fait à des rythmes qui peuvent un peu différer, mais il y a toujours ces changements, il y a toujours ces cycles. Hein. Et ces cycles sont basés sur peur, cupidité. Alors bien sûr, un marché va subir les événements extérieurs, comme les attentats, comme la Fed qui prend une décision. C'est pas forcément la décision qui va créer le mouvement, c'est peut-être la façon dont on présente la décision. Hein. Et tout ça, ce sont des éléments humains qui vont agir sur peur, cupidité. Alors maintenant, la volatilité se trade-t-elle, hein, et si elle se trade, est-ce qu'elle se trade directement? Alors une réponse de Normand, non et oui. Et j'ai pris l'inverse de l'habitude où on dirait oui, non. Moi, j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'ai dit non et oui. Pourquoi non d'abord? Parce que quand on pense volatilité, depuis quelques années, on pense VIX. Hein, et VIX, eh ben, ça ne se trade pas. VIX est un indice qui est calculé. Quand on va trader VIX, on va trader un futur sur le VIX. Voilà. Ça, c'est important. Hein. On ne trade pas le VIX, on trade un futur du VIX. Donc, on trade en fait quelque chose sur lequel, quelque chose qui est un calcul mathématique de la volatilité, sur lequel on rajoute la peur et la cupidité des intervenants. Hein. Vous voyez cette petite couche huileuse que l'on met dessus. Donc, on va créer de l'offre et de la demande sur un calcul. Hein. Offre, demande, peur, cupidité. Voilà. Donc, directement, non. Hein. Et il n'y a pas que le VIX dans la vie. On a les mêmes calculs sur le CAC, ça s'appelle le VCAC, sur l'AEX, sur le BEL, enfin, il y en a des tas. Hein. Chacun a fait le sien. Donc, des indices de volatilité, il y en a tant et plus. Alors, par contre, si on veut trader la volatilité, il existe des stratégies de vente d'options où on va vendre ou acheter de la volatilité. Quand un produit est volatile, donc quand la volatilité augmente, on a donc plus de chances d'arriver à l'objectif pour l'option. Donc, si on a plus de chances pour arriver à l'objectif, la prime de l'option va augmenter. Donc, le prix de l'option augmente. Donc, quand nous sommes dans des temps où les options sont volatiles, donc les options seront chères, on aura tendance à vendre ces options pour encaisser cette valeur de volatilité. Hein. Donc, en période de forte volatilité, on a tendance à vendre les options. En période de faible volatilité, on a tendance à en acheter. Voilà. Un petit aparté sur les options. Maintenant, donc, on peut trader la volatilité, ce n'est pas qu'un calcul, ce n'est pas qu'un indice. On peut donc la sortir de son but premier, hein, et on peut la trader. Maintenant, où est-ce qu'on la voit?
où est-ce qu'on la, où est-ce qu'on la localise? Donc, communément, il y a deux localisations sur un graphe. Donc, il y a la fenêtre spécifique de l'indicateur, hein, sur de la volatilité, par exemple, de l'ATR. Ça sera une fenêtre spécifique de l'indicateur. Ça peut être du Chaikin Volatility, hein, bien sûr. Et ça peut être sur les prix. Sur les prix, on pense naturellement aux bandes de Bollinger. Hein, mais il n'y a pas que les bandes de Bollinger dans la vie. Maintenant, pour ceux qui ont bien étudié la page, il n'y a plus marqué 2, mais il y a marqué 3 localisations. Et la troisième. Quelle est la troisième localisation de la volatilité sur un graphe? Je vous laisse quelques secondes, courtes. C'est l'axe du temps. Voilà. Alors, l'axe du temps, pourquoi? Dans la vie, hein, comme il n'y a pas que les Bollinger, hein, il peut y avoir Ishimoku, il n'y a pas que les chandeliers japonais pour représenter les prix. Hein. Nous avons aussi point figure, nous avons Renko, nous avons du range-bar. La volatilité va être représentée sur ces graphiques sur l'axe du temps. Nous allons le voir au travers d'un exemple. Donc, premier, l'axe des prix. Hein. À gauche, vous avez sur les prix. Donc là, bien sûr, j'ai pris le nuage Ishimoku. La volatilité, elle est là. L'average to range, c'est dans le cadre d'un indicateur, elle est là. Et là, j'ai pris du point figure. La volatilité, c'est l'axe du temps. On va grossir. Voilà. L'indicateur, là, de volatilité, c'est la borne extrême droite, l'épaisseur du nuage. Ça nous indique la volatilité. La volatilité, pas sur ce temps-là, mais sur cette période-là du graphe. Quand on a l'ATR, alors l'ATR, on peut le représenter de différentes façons, mais on le verra dans le webinaire totalement consacré à l'ATR. Hein. Mais j'aurais pu prendre chacun d'ailleurs. Hein. Mais là, la volatilité est représentée dans une fenêtre spécifique d'un indicateur, pas sur les prix. Alors, avant de regarder la volatilité sur point figure, on peut voir là que la distance entre chaque mois est identique. Maintenant, là, on s'aperçoit qu'il y a quelques centimètres entre 93 et 95, et par contre, il y a 2 fois plus de distance entre 95 et 96. Vous voyez 96, 97, un intervalle, et le même intervalle, alors que là, il y a 2 ans de cotation. Et là, entre 99 et 2001, il y a 2 ans de cotation et 2 fois plus de distance. Vous voyez donc, plus on est resserré, moins les marchés sont volatiles, plus il y a de la distance entre les années, et plus les marchés sont volatiles. Vous voyez comme quoi la représentation peut être quand même intéressante. Donc, on peut déjà se dire que ces marchés-là, de 2003 à 2007, c'était pas trop facile de gagner sa vie, alors que là, de 2007 à 2013, là, les marchés ont fortement bougé, ont fortement décalé, mais ils étaient volatiles. Il y avait moyen de travailler en fait les marchés. Donc, on n'a pas 2, mais on a 3 façons de représenter et surtout de localisation de cette volatilité. Après, pour la représenter, on en a plus que 2 ou 3, on en a beaucoup. Alors, maintenant, on a une façon de localiser, une façon de représenter, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur le rythme des marchés et la volatilité? Alors, on va, j'ai une erreur dans le slide pour décrire les marchés. Donc, en fait, on a 2 ranges et 2 tendances. Hein. On a un range qui peut être volatile, un range qui peut être non volatile, une tendance volatile et une tendance non volatile. Ça sera à corriger.
Donc, une période de range volatile, c'est quoi? Ben, c'est quand on a un cours qui se déplace, bien sûr, latéralement, hein, il n'y a pas de pente, c'est latéral, et où les bougies sont bien ordonnées. On a, par exemple, des marubozu, un dans un sens, un dans un autre, vous voyez. On n'a pas trop de différence, pas trop des mèches qui sont bien équilibrées. Hein. Et puis d'un seul coup, paf, ça part. Hein. On est dans un range, pan, ça part. On peut avoir un petit bogie, un petit doji, c'est-à-dire un peu d'indécision, puis hop, une bougie qui monte, qui va toucher le haut du range, et hop, ça redescend. Hein. Donc le marché, en fait, a un canal réduit de variation. Le canal est bien sûr horizontal, mais à l'intérieur de ce canal, on a des bougies qui ont du rythme. À l'inverse d'un marché de range non volatile, où là, le marché, il s'endort littéralement, et en fait, les bougies seront de petits calibres, hein, et bien tranquilles, bien pépères. Et c'est dans ce genre de marché où on considère que c'est pas dangereux, en fait, on est encore plus dangereux parce qu'on ne peut pas bien les travailler. Alors, donc, marché de range, qui peut être volatile ou non volatile, et marché de tendance, pareil. Mais là, le marché de tendance, lui, on va avoir une pente sur la courbe. Hein. On va avoir un marché qui monte ou qui descend, soit avec de fortes volatilités, soit au contraire, bien pépère. Et là, quand on a du tendance bien pépère, on peut gagner sa vie sur les marchés. Alors, pourquoi je ne représente pas par une courbe ce que je vous dis? Eh bien, tout simplement, ça fait partie d'un des exercices de la fin du webinaire. J'ai besoin d'avoir du retour, j'ai besoin de votre participation. Donc, à la fin du webinaire, il y a une liste de choses à me rendre. Il y a l'illustration d'un range volatile, d'un range non volatile, d'une tendance volatile et d'une tendance non volatile. Je vous fais travailler. Donc, pour la prochaine fois, hein, il y a des exercices. Alors, calculer la volatilité historique analysée d'Air France, d'Air Liquide, de Casino Guichard, Carrefour et de Total pour le mois de novembre 2015. Alors, volatilité historique, vous trouverez facilement. Vous prenez une série de données, vous appliquez dessus un écart type, ça peut même être fait avec Excel, hein, et ensuite vous l'analysez. Hein. Donc, vous appliquez dessus la racine carrée de la période, donc mettons 250 jours de bourse. Ou si vous voulez prendre 365, vous prenez 365, mais vous me le marquez. Hein. En deuxième, vous créez un screener sur ProRealTime. Alors ProRealTime, c'est quelque chose de gratuit. Hein, donc même si vous n'y êtes pas, eh ben, forcez-vous. Hein, ça fera que du mieux pour le côté programmation. Et vous me créez un screener qui détecte un changement de volatilité. Alors, comme le prochain, il est au mois de janvier, vous avez tout le temps de faire une recherche Google et vous trouverez déjà ce genre de screener déjà tout fait. Ça, je suis persuadé qu'il en existe parce que j'ai regardé, mais j'ai regardé, il y en a beaucoup, mais ils ont des erreurs. Donc, je verrai si vous avez pompé ou quoi. Hein. Et il y en a qui sont faits, qui ont été faits par les traders professionnels. Ça a été traduit et dans la traduction, même du code, il y a des bêtises. Voilà. Le troisième exercice, c'est illustrer par un graphe, enfin là par plusieurs graphes, les 4 rythmes de marché. Hein, ce qu'on vient de voir, hein, le range, voilà. Hein. Donc vous m'envoyez ça à support@boursemag.com que je puisse voir dans tout ce verbiage de ce premier webinaire. Hein, il n'y a pas de graphe dans le premier. Hein. Les graphes, on va en manger après. C'est pour ça que ce webinaire, je ne l'ai pas prolongé parce qu'il faut déjà bien comprendre et appréhender tous ces termes. Les exercices,
vont vous le faire un peu calculer et un peu le sentir. Et après, on verra dans les webinaires, dans les prochains webinaires, l'aspect pratique, ce qu'on peut en tirer en fait pour le trading, hein, c'est ce qui nous intéresse. Donc les prochains webinaires, c'est quand? Donc, en théorie, le 8 janvier pour le listing des outils. Le 15 pour un hors-série, là on fera que de la TR. Et le 22, c'est un hors-série sur les Bollinger. Sur les Bollinger, c'est parce que il y a pas mal de choses qui sont dites sur les Bollinger et il faut que je serre un peu les boulons là-dessus. Alors, avant les questions pour ce webinaire, un petit rappel. Il y a 3 façons de réagir sur les marchés. Soit on prédit les prix, soit on les anticipe, ou soit on réagit au mouvement de marché. Moi, ma préférence, bien sûr, c'est réagir au mouvement de marché. Hein. On n'est pas dans le prédictif, on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans le Madame Irma. Hein. Toutes les émissions qui sont faites en journée, tout ça, on est plutôt sur prédire les prix et anticiper. Nous, on réagit au mouvement. Hein. On n'est pas dans le discours, non dans la réaction. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'analyse fondamentale. Donc, c'est comme l'utilisation de plusieurs unités de temps. Hein. On part du weekly, on descend sur le daily, après on peut éventuellement aller sur le H4. Ben, quand on fait du trading, il faut malgré tout que l'on commence par du fondamental. On dégrossit par le fondamental et on affine par le technique. Hein. C'est pour ça que sur le site Boursomac, je me répète, j'ai mis à disposition les stocks screeners sur les actions. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, donc, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, ça forme un tout qui s'appelle l'analyse rationnelle. Voilà. Et pour moi, c'est la finalité de tout bon trader. Hein. Ceux qui disent, moi je fais l'analyse technique parce que c'est censé tout résumer, sont dans l'erreur la plus totale. Il y a même des professionnels qui le disent, mais en fait, ils sont borgnes. Voilà. Je préfère moi trader avec 2 yeux. Hein. Enfin, les bornes, on peut leur prendre leur argent aussi. Hein. Ils sont utiles sur un marché. Donc, sur Ishimoku, une nouvelle version va sortir début 2016. La version qui est là, elle est pas track, elle me plaît pas. Il y a des problèmes techniques avec Chrome qui a enlevé une grande partie des possibilités de codage. Donc le site, je le reprends complet. Les rendez-vous trading sur Boursorama. Alors le week-end, le dimanche soir, je fais un point qui peut être en vidéo ou en webinaire. Ça dépend de mon temps. Il y a pas mal, j'essaye de mettre pas mal de choses dedans. Le matin, je sors vers les 7 heures des petites analyses sur les devises, hein, avec mon outil qui s'appelle l'équilibre. Anciennement, ça s'appelait le Boursix, hein, sur les devises. Et le mardi, on a un intervenant qui est spécialiste du scalping. C'est toujours intéressant de voir comment les scalpeurs travaillent. Je suis toujours dans la recherche de la bonne affaire. Même si je suis plus long terme que scalper, ça peut être intéressant de temps en temps de faire du scalp, ne serait-ce que pour varier les plaisirs. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas dédaigner. Il essaye de faire des webinaires dont les connaissances se rajoutent semaine après semaine. Voilà, parce que c'est simple, mais pareil, il faut quand même avoir un petit peu d'habitude. Donc, mais ces différés sont toujours disponibles dans l'onglet scalping. Voilà. Nous allons passer aux questions. Je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux questions.